Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 16 avril 2027. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucune contribution, aucune donation de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, toujours dans la continuité de Trump, 51e État, l'annexion. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, les trois éléphants. Je m'explique. D'abord, je dois préciser que depuis quelques mois, je n'ai fait aucune vidéo en raison des événements qui se précipitent à la vitesse grand V. C'est plus rapide encore que la vitesse de la lumière. Jamais je n'aurais anticipé les actions du président Trump à un tel niveau de vélocité. Donc, les sujets d'aujourd'hui, premièrement, l'immigration, deuxièmement, les tarifs. Ce sont deux sujets très contentieux, beaucoup discutés au Canada. Mais en ce qui concerne l'immigration, les courts commentaires que j'ai faits concernant le premier éléphant, et je vais vous dire quel est cet éléphant, c'est que d'abord, en 2015, le gouvernement libéral de Justin Trudeau a ouvert les frontières, littéralement, avec le chemin Roxham, mais aussi ailleurs dans nos aéroports. Il en a résulté une crise du logement. Il en a résulté aussi une crise alimentaire en raison d'une augmentation soudaine de la population. Ce sont des données objectives à peu près indiscutables. Au chapitre du logement, cela a créé une sorte d'inflation un peu artificielle, si on veut, en raison de l'immigration massive et de l'ouverture des frontières. Même scénario pour la demande en ce qui concerne les aliments. Donc, on s'est retrouvé avec des banques alimentaires qui n'arrivaient plus à fournir à la demande. Même chose pour les logements, ce qui a provoqué une augmentation absolument faramineuse du coût du loyer. Et là, il faut comprendre que tout ça est un phénomène, si vous voulez, un peu artificiel, créé par le gouvernement libéral, mais dont on a oublié une conséquence, c'est-à-dire que nos génies du pouvoir exécutif à Ottawa ont oublié qu'au Canada, il y a un éléphant dans la pièce lorsqu'il s'agit d'immigration. Cet éléphant dans la pièce s'appelle l'hiver. Au Canada, on ne peut pas laisser les gens vivre sur des terres battues ou dans des forêts ou des terres de la couronne. Il faut les loger parce que l'hiver tue au Canada. Et Valérie Plante le dit à plusieurs occasions, on a une crise humanitaire. Lorsque la vie est en danger, lorsque la sécurité des gens est en danger, c'est une crise humanitaire et ça, à la limite, ça peut relever des Nations Unies et des casques bleus. Donc, c'est une situation extrêmement grave qu'on a créée, que les libéraux ont créée en 2015. On a permis à des milliers de personnes de venir au Canada, ce qui est très bien. Mais il faut les loger parce que l'hiver tue ici. Mais ça, on l'a oublié. Nos génies du pouvoir exécutif ont oublié ça. L'hiver, la chanson de Vigneault. Mon pays, c'est l'hiver, de notre poète national. Nous, au Canada, au Québec en particulier, on a eu un hiver extrêmement difficile cette année. De 2015 à 2016, terrible. On a 6 mois d'hiver. Et comme je le disais, je vais le répéter, l'hiver tue. Et on a eu des nombreux sans-abri qui sont morts, qui sont décédés à cause du froid cet hiver. Et il ne faut pas oublier, cette situation vise aussi les familles, les femmes, des enfants, etc. Mais pas seulement des populations migrantes, mais aussi de nos populations locales, autochtones, qui vivent la crise du logement. Donc, c'est une crise extrêmement grave parce qu'il faut protéger les gens de l'hiver. Bon.
Maintenant, il y en a résulté une crise du logement, une crise alimentaire, mais aussi une crise budgétaire. Parce que là, les gouvernements se sont mis à dépenser pour des logements sociaux. Les logements sociaux, c'est ça. On parle ici de nouvelles constructions, on parle de nouvelles bâtisses. Ça va prendre du temps. Ça peut prendre plusieurs années avant d'arriver à des résultats concrets. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est la grande question. Et nos gouvernements dépensent, dépensent, dépensent pour se donner une légitimité, pour montrer qu'ils répondent aux besoins de la population. Mais ça ne fait pas élever les bâtisses dont on a besoin. Par rapport à Montréal, il y aurait de grandes tours inoccupées qui pourraient servir à abriter possiblement des milliers de personnes. Mais il faudrait d'abord enquêter ou du moins faire des vérifications comptables ou fiscales sur les propriétaires de ces tours à peu près inoccupées et que bon nombre de personnes ont pu observer ou s'apercevoir finalement qu'il y a quelque chose de pas normal qui fonctionne à Montréal au sujet de ces immenses tours à condos à moitié vides. Donc voilà, c'était le premier point que je voulais couvrir avec vous. Le premier éléphant, l'hiver. Le deuxième point que je veux couvrir avec vous, c'est un point dont on parle à peu près tous les jours, c'est la question des tarifs. Dans l'état actuel des choses, la question des tarifs nous amène sur un terrain extrêmement glissant et incertain. Pourquoi? Parce que la Cour suprême des États-Unis est venue ébranler l'administration Trump dans sa décision au sujet des contre-tarifs, c'est-à-dire les tarifs pris par Trump contre des pays qui leur imposent des tarifs. Cette décision a pour effet de déclarer illégaux les contre-tarifs décidés par l'administration Trump. Évidemment, tout ça, ça devrait ralentir un peu, si vous voulez, ses ambitions d'impérialisme commercial et de protectionnisme aussi, disons-le, franchement. Donc, on se retrouve avec un président Trump un peu ébranlé. Il va l'être d'autant plus qu'il y a peut-être autour, je dirais presque, une centaine de décisions pendantes devant les cours fédérales aux États-Unis au sujet des tarifs. Autrement dit, c'est une première décision qui a été rendue en 2026, mais il va y en avoir d'autres qui vont être rendues par la Cour fédérale d'appel et par la Cour suprême, toujours dans le dossier des tarifs. Autrement dit, le président Trump n'est pas sorti de l'auberge avec la contestation autour des tarifs. Maintenant, faisons, si vous voulez, un court, dressons un portrait, bref portrait de l'état des tarifs à l'heure actuelle en ce qui concerne le Canada. On parle d'un tarif de 50% qui touche notre acier, notre aluminium, le cuivre, le bois d'œuvre et certaines pièces automobiles. Donc, je le répète, un tarif de 50% qui n'est pas aboli, qui est toujours là, qui touche l'acier, l'aluminium, le cuivre, le bois d'œuvre et certaines pièces automobiles. Là, disons que c'est moins clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'aluminium que nous vendons aux États-Unis est frappé d'un tarif de 50%, ce qui va avoir pour effet de diminuer les ventes et qui va faire en sorte que les acheteurs américains vont devoir trouver des sources américaines, si vous voulez, d'alimentation ou de fourniture en aluminium pour se fournir en aluminium, mais à partir d'entreprises américaines sur le territoire américain. Parce que s'ils veulent acheter de l'aluminium canadien, bien là, il y a le tarif de 50%. Donc, c'est un énorme problème. À ce tarif de 50% s'ajoute un tarif de 25% sur les produits finis. Pendant un bout de temps, on s'est posé qu'est-ce qu'on entend par produit fini? C'est que si vous avez un meuble qui comporte des pièces de cuivre ou des pièces d'aluminium et que ces pièces composent à peu près 10 ou 15% du mobilier, eh bien, à ce moment-là, il y avait une tarification au pourcentage qui pouvait varier de 1%, si vous voulez, à 80-90%. Bon. Maintenant, Trump a décidé de fixer la règle pour les produits finis à 25%, que la pièce
que la pièce de cuivre qui compose le mobilier représente 5%, ça va être 25%, un tarif. Donc, tout ce que nos fabricants vont, ici au Québec, vont faire en termes, exemple, de mobilier et qui comporte des pièces d'aluminium, de cuivre ou d'acier, eh bien, il va y avoir un tarif de 25% si on veut vendre aux États-Unis. Donc, ça va être le prix étiquette plus 25%, ce qui va avoir pour effet de réduire nos ventes et de créer du chômage. Parce que ça, c'est la principale conséquence des tarifs, ce sont les pertes d'emploi, diminution du chiffre de vente et perte d'emploi, ajustement des entreprises qui vont faire en quelque sorte des mises à pied. À moyen terme, ça veut dire une chute de l'immobilier, une chute de la construction. C'est-à-dire que les gens qui perdent leur emploi, eh bien, doivent se reloger et ça a pour effet de déprimer le marché immobilier et par conséquent de déprimer la construction, ce qui est une autre conséquence, donc de nouvelles pertes d'emploi qui s'ajoutent aux pertes d'emploi dans l'industrie manufacturière, dans le secteur secondaire de transformation, ce qui se répercute dans le secteur de la construction avec de nouvelles pertes d'emploi. Présentement, ce qui est surtout touché, c'est l'Ontario. Pourquoi? Eh bien, parce que l'industrie de l'acier est surtout installée en Ontario et qu'elle est utilisée dans le secteur, par exemple, de l'automobile et qu'il y a présentement, si vous voulez, une délocalisation des entreprises canadiennes. On fait une tentative de délocalisation des entreprises canadiennes d'automobile, des filiales canadiennes d'automobile, vers les États-Unis. C'est ce qui fait qu'on se retrouve dans la plupart des grandes entreprises d'automobile installées dans le sud de l'Ontario. On se retrouve avec des chiffres coupés. On diminue les chiffres. Donc, il y a des pertes d'emploi, il y a des mises à pied. Et ce qui vient aggraver la situation, c'est la réaction de notre premier ministre Mark Carney. Et là, j'ai introduit les deux autres éléphants dans la pièce. Le premier ministre Mark Carney a eu la très bonne idée, si vous voulez, de larguer la promesse d'achat d'avions de chasse F-35 de Lockheed Martin pour le remplacer plutôt par des Gripen fabriqués par Saab et dont l'assemblage pourrait se faire à Montréal par l'entreprise Bombardier. Bon, donc on largue une partie de la commande des F-35 qui était en pourparlers, soit dit en passant. On va limiter le nombre de chars, ce que j'ai pu comprendre, à une quinzaine de F-35, mais tout le reste, sur 60, 70 appareils, ça va être du Gripen de Saab avec une usine qui va en faire le montage à Montréal. Pour les sous-marins, la marine, les Américains nous avaient offert de construire un sous-marin à propulsion nucléaire. Nous, on a décidé que ce serait à propulsion diesel selon un modèle allemand et fourni par la société Krupp. Donc, il y aurait déjà des entreprises au Québec, une à Trois-Rivières notamment, qui seraient dans le projet de fabrication du sous-marin. Donc, ce serait un sous-marin fondamentalement de conception allemande, Krupp, la même société qui a fabriqué les U-boats qui ont détruit des navires canadiens et nos marins durant la Deuxième Guerre mondiale. Un aparté, soit dit en passant. Bon, une autre bonne idée de M. Carney. Une troisième idée de M. Carney, après les Gripen, les avions de chasse, après les sous-marins, conclure une superbe entente avec la Chine. Eh oui, ça c'est une autre chose qui va enrager les Américains. Et là, on va introduire au Canada des automobiles électriques. Et en échange, les Chinois vont enlever leurs tarifs sur le canola, les fruits de mer. Mais on n'a pas parlé du port québécois, par contre. Ah, on a oublié le Québec. M. Carney a oublié le Québec. Tiens, par hasard. Donc, on se retrouve ici, encore une fois, dans une situation où le président Trump a toutes les raisons au monde, selon son point de vue,
d'être en colère contre le Canada. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la stratégie du premier ministre Carney consiste à rediriger le commerce international du Canada vers l'Europe et vers la Chine. C'est ça que ça veut dire. Gripen, l'avion de chasse, les sous-marins Krupp, les automobiles électriques chinoises, tout ça, c'est redirigé en quelque sorte. On essaie, si vous voulez, de rediriger nos efforts, nos relations vers l'Europe et vers la Chine en raison des tarifs de Trump. Eh bien, la réponse de M. Trump, d'après ce que j'ai pu comprendre, d'après ce que j'ai vu dans certains médias et sur YouTube, c'est que la réponse de M. Trump va être que l'accord de libre-échange qui devait commencer à se négocier à compter du 1er juillet de cette année, donc très bientôt, le USMCA, eh bien, les États-Unis vont se retirer de l'accord et vont imposer un tarif de 100% sur tous les produits canadiens exportés vers les États-Unis. Ce qui veut dire que l'accord de libre-échange va se terminer le 1er janvier 2027, conformément aux différentes notices, aux avis que l'accord impose aux parties. Eh bien, cet accord ne sera pas renégocié. Trump va lui préférer imposer un tarif de 100% sur tous les produits canadiens, achetés par les Américains, bien entendu. Et durant la même période, cet été 2026, eh bien, on va avoir un référendum en Alberta, en plus. Donc, voilà. Maintenant, où sont les éléphants dans la politique canadienne? Les éléphants, eh bien, le premier éléphant, c'est l'océan Atlantique. Le deuxième éléphant, c'est l'océan Pacifique. Autrement dit, on ne va pas remplacer la géographie du Canada et des États-Unis. Nous, au Canada, nous sommes prisonniers de la géographie. Et cette géographie fait en sorte que notre territoire est contigu au territoire américain. Les Appalaches américaines se continuent au Canada. Les grandes plaines américaines se continuent au Canada. Même chose pour les Rocheuses. Donc, nous sommes intimement liés, ce qui a pour effet ce qui fait en sorte que les délais entre un producteur et un fournisseur, les délais sont raisonnables et relativement faciles à assumer parce qu'on peut déplacer les pièces par chemin de fer ou par la voie routière. Lorsqu'on fait affaire avec une puissance en Europe ou en Asie, eh bien, il y a l'Atlantique et il y a l'océan Pacifique. Ces deux océans imposent des délais qui peuvent aller jusqu'à 1 mois pour le transport par conteneur, par exemple. Donc, ça suppose des délais dans la machine de production, dans la chaîne, si vous voulez, dans la chaîne de production. Eh bien, il va y avoir des délais, il va y avoir des temps morts. Il va y avoir aussi des risques, parce que l'océan n'est pas sans risque, ce qui veut dire qu'il y a des risques qui peuvent être assurés par les compagnies d'assurance maritime. Il y a des risques qui ne peuvent pas être assurés parce que ce sont des acts of God, qu'on pense à des actes de guerre, par exemple, qu'on pense au terrorisme international. Donc, il y a des coûts et des délais supplémentaires à faire affaire avec l'Europe et à faire affaire avec l'Asie. Mark Carney, qui est un banquier, pour lui, les entreprises, ce sont des chiffres sur des états financiers. Donc, il a une approche essentiellement conceptualiste, alors que les entrepreneurs vivent, eux, dans la réalité. Mais la réalité terrain, c'est que la logistique, c'est extrêmement important pour une entreprise de production. Quel que soit le produit que vous mettiez sur le marché, eh bien, vous êtes dépendant d'une chaîne de production.
Et dans cette chaîne, il faut limiter les délais et assurer les produits qui transitent. Donc, les chaînes d'alimentation, les chaînes d'approvisionnement sont extrêmement importantes et il faut éviter de les hypothéquer en quelque sorte avec des délais, de leur imposer des délais. La rapidité, le service à la clientèle, le service après-vente, c'est de l'essence même des entreprises et il faut éviter les délais. Or, la solution proposée par M. Carney de développer le marché européen et de marcher avec l'Asie, non seulement c'est une mauvaise idée, pour la raison que je viens de vous dire. Et j'ai l'impression que, malheureusement, le pouvoir exécutif à Ottawa n'a pas saisi la gravité de ces deux éléphants que sont l'océan Pacifique et l'océan Atlantique. Voilà. Et sans oublier le premier éléphant, le bonhomme hiver. Donc, je le répète, l'hiver, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse et de commenter en bas. Et là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end et on se revoit d'ici peu, du moins, je l'espère. À la prochaine.